Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine, à Infotémis, nouveau rôle d'évaluation foncière de la MRCT, le Parc national d'Opémican, une des nouveautés les plus cool dans le monde, Ville-Marie reçoit le match des étoiles de la GMHL, compte-rendu des matchs locaux des Pirates et rencontre avec la médaillée olympique Nancy Drolette. Bonjour et bienvenue à Infotémis. Le nouveau rôle d'évaluation foncière de la MRC de Témiscamingue est entré en vigueur le 1er janvier dernier et les contribuables pourront constater cette évaluation à la réception de leur compte de taxes au début de février. Ce rôle sera en vigueur pour les 3 prochaines années, soit 2019, 2020 et 2021. Il est à noter que ce ne sont pas toutes les municipalités qui sont évaluées la même année. Ainsi, ce nouveau rôle concerne les secteurs nord et sud. Nous avons rencontré Caroline Gauthier, coordonnatrice au service de l'évaluation de la MRC de Témiscamingue, afin de démystifier ce qu'est un rôle d'évaluation foncière et la façon dont le tout est orchestré. Un rôle d'évaluation foncière, c'est l'inventaire des immeubles sur le territoire d'une municipalité. Un rôle, c'est un rôle triennal, donc il est bon pour 3 exercices financiers. Donc, on s'entend, c'est 3 exercices financiers, c'est 3 ans. Donc, après ça, tous les travaux en évaluation foncière se font conformément à plusieurs documents dont on se conforme à la loi sur la fiscalité municipale, le manuel d'évaluation foncière. Aussi, les travaux qu'on fait sont... certains documents qu'on fait sont validés par le ministère des Affaires municipales. Donc, on est assez encadré là, dans notre pratique. Dans le rôle d'évaluation foncière, évidemment, il y a des valeurs. Les valeurs sont basées sur les transactions immobilières. Donc, les valeurs inscrites au rôle, c'est une valeur marchande probable dont l'immeuble aurait pu être transigé à une date de référence donnée qui est qui est 18 mois avant l'entrée en vigueur du rôle. Donc, si on résume, le rôle d'évaluation foncière se base en partie sur les transactions immobilières. Et c'est ça qui est mis à jour à chaque rôle d'évaluation. Et comment ces valeurs sont-elles établies? Dans le fond, les valeurs du rôle d'évaluation foncière sont basées sur 2 types de données. Premièrement, il y a les données techniques. Donc, les données techniques du terrain et du bâtiment. Premièrement, et le plus important, c'est où. Donc, la localisation, le secteur géographique, tout ça. La grandeur du terrain, c'est quoi les bâtiments qu'il y a dessus, les grandeurs des bâtiments, les matériaux de finition, c'est quoi l'âge du bâtiment. Un peu tous ces types de données-là, c'est les données techniques qui servent en partie à établir le rôle d'évaluation foncière. Après ça, les deuxièmes données qui sont utilisées, c'est les transactions immobilières. Donc, on prend les transactions immobilières qui se font sur un territoire à une date donnée. Et après ça, on dégage des données là-dessus pour des secteurs donnés. Donc, il y a une certaine segmentation qui est faite là, du marché du marché autant physique, là, une segmentation physique du territoire, mais aussi du type de bâtiment. Pour qu'on établit les valeurs par rapport à ces 2 types de données-là, là, les données techniques et les données du marché. Maintenant, ce n'est pas toutes les municipalités qui sont évaluées à chaque année. Il y a toujours une alternance, si on veut. Alors, quelles sont les municipalités qui sont concernées en 2019? Donc, en 2019, le rôle d'évaluation qui rentre en vigueur, c'est les rôles pour les municipalités du secteur nord et du secteur sud.
Ces valeurs-là sont en vigueur depuis le 1er janvier, depuis le 1er janvier 2019, et c'est valide pour 2019, 2020 et 2021. Au début de 2018, ce qui a été fait, c'est un examen du rôle. Donc, on a regardé le rôle 2016, 2017, 2018 pour aller voir comment il s'était comporté. Et on a constaté que dans certaines municipalités, le rôle d'évaluation correspondait encore aux valeurs du marché. Donc, dans ce cas-là, ce qui a été fait, c'est que le rôle 2016, 2017, 2018 a été reconduit pour 2019, 2020, 2021. C'est-à-dire que c'est les mêmes valeurs qui ont été reconduites. Les municipalités concernées sont Kipawa, Notre-Dame-du-Nord, Nédelec et Guérin. Donc, ces 4 municipalités-là, il n'y a aucun changement de valeur avec le nouveau rôle. Puis, pour ce qui est des autres municipalités, on a refait le rôle d'évaluation, c'est-à-dire qu'on a revérifié toutes les transactions et fait le travail d'analyse pour établir des nouvelles valeurs, pour qu'ils reflètent le marché au 1er juillet 2017. Donc, ces municipalités-là, c'est Témiscamingue, Rimini et pour le TNO Les Lacs, qui inclut aussi la Nielle. Quelle est la relation entre le rôle d'évaluation et les taxes municipales et scolaires? Bon, le rôle d'évaluation, ça sert de base de tout ce qui est l'imposition, autant pour les municipalités que pour la commission scolaire. Dans le fond, le rôle d'évaluation permet de faire un partage de la charge fiscale entre tous les propriétaires du territoire. Fait que le service d'évaluation établit les évaluations, mais la municipalité établit son taux de taxation en fonction de leur budget, dans le fond. Fait que ça ne veut pas dire automatiquement que si le rôle d'évaluation monte, que les taxes vont monter parce que les municipalités ont quand même un pouvoir sur leur taux. C'est eux qui établissent leur taux de taxation en fonction de leur budget. Fait que c'est chacune des municipalités qui prend la décision de ça. Maintenant, concernant la valeur de leur propriété, est-ce que les propriétaires ont un mot à dire sur l'évaluation? Oui, la loi prévoit un processus de demande de révision pour permettre aux citoyens de demander la révision de leur évaluation. Donc, comme on dit tout à l'heure, les municipalités concernées cette année sont le secteur nord et le secteur sud. Toutes les municipalités qu'on a nommées tout à l'heure, dans le fond, les citoyens de ces municipalités-là ont le droit de demander la révision de leur évaluation. Pour ce faire, il existe un formulaire qui est disponible ici au bureau. Il y en a dans les bureaux de municipalité aussi parfois. Il est disponible sur notre site Internet. Un formulaire à remplir. Sur ce formulaire-là, c'est d'aller indiquer pourquoi vous croyez que l'évaluation ne reflète pas, comme on disait tout à l'heure, le marché. Donc, le formulaire doit nous être acheminé avant le 30 avril 2019, avec les frais aussi qui sont exigés pour faire la demande de révision. Ce qu'on dit aux gens, c'est contactez-nous avant de faire une demande de révision. On peut vous accompagner là-dedans. On peut aussi vous expliquer comment que ça fonctionne, le rôle d'évaluation, pour que vous sachiez les raisons en arrière de tout ça. Mais aussi, on peut réviser le dossier, aller réviser les données techniques. Donc, aller voir, est-ce que notre dossier est complet et est-ce que, dans le fond, des fois, il peut y avoir des petits impacts, des petits détails qui ont eu un impact sur l'évaluation. Le petit détail qu'on dit à tous les gens aussi, c'est que ce qui doit être contesté, c'est la valeur de la propriété et non le compte de taxes. Donc, la question à se poser, c'est si vous aviez vendu au 1er juillet 2017, est-ce que vous auriez pu vendre votre propriété au prix de l'évaluation? Et si la réponse est oui, c'est que dans le fond, l'évaluation reflète le marché et est juste, là. Et si les gens veulent plus d'informations, dans le fond, vers qui ils se retournent? Nous, à la MRC, le service d'évaluation, ici, on est disponible, soit par téléphone 819-629-2829 au poste 201, soit en personne, ici, au 21 rue Notre-Dame-de-Lourdes, au 2e étage à Ville-Marie. Et puis, aussi sur notre site Internet, il y a une section évaluation foncière où il y a une foire aux questions, donc vous pouvez
c'est possible d'adresser des questions par ce média-là. Et aussi, sur notre site Internet, le rôle d'évaluation foncière est disponible sous forme de carte interactive, là, en cliquant sur les découpes de terrain. Là, ça donne l'évaluation des immeubles. Et est-ce qu'on peut savoir l'an prochain qui seront concernés par le rôle d'évaluation foncière? L'an prochain, ça va être le secteur centre. Donc, toutes les municipalités, là, Ville-Marie, Duhamel-Ouest, Béarn, Fabre, Saint-Bruno-de-Guigue, la Verlechard-Angligué, Lorrainville et Saint-Eugène-de-Guigue. C'est eux. Donc, on verra l'année prochaine ce que ça va donner. Le Parc national d'Opémican s'est retrouvé sur une liste des 11 nouveautés les plus cool dans le monde pour 2019, publiée par le magazine de voyage Matador Network de la Californie. Le parc témiscamien se retrouve ainsi sur la même liste que des destinations prestigieuses, telles le nouveau parc thématique Star Wars de Disneyland ou encore une nouvelle croisière aux îles Galapagos, de même que plusieurs attractions partout dans le monde, dont Bangkok, Mexico, Hiroshima et Kuala Lumpur en Malaisie. Danny Garot, directeur du Parc national d'Opémican, nous explique comment le parc a pu se hisser sur une telle liste et les répercussions qui en découlent. C'est rattaché à un partenariat assez complexe, là, où on travaille d'abord avec l'Association touristique régionale à la promotion du Parc national d'Opémican. Dans 2018, ça a été une grosse année où on travaillait beaucoup en campagne de notoriété. Puis 2019, on va continuer à faire connaître le parc, mais on va aussi faire de la promotion plus directe, là. Puis ce partenariat-là comprenait un paquet d'actions, dont le référencement, soit directement par l'ATR ou par d'autres partenaires de l'ATR comme Québec Original. Dans ce cas-ci, c'est Québec Original qui a adressé ou envoyé à cette organisation-là un genre de pitch de vente là, du fait que le parc arrivait puis que c'était quelque chose de quand même assez rare, la création d'un nouveau parc national. Puis, à partir de là, le comité de sélection de cette organisation-là a choisi de retenir le projet de parc dans sa liste pour 2019. Et selon vous, quelles sont les répercussions qu'une telle visibilité pourrait avoir pour le parc? Bien, ici, on parle d'un outil de planification de voyage aux États-Unis qui a un rayonnement sur le web, donc qui peut toucher tout le monde, mais qui est principalement axé vers la côte ouest américaine. À partir de là, ce qui est beaucoup plus intéressant pour nous, là, c'est toute la visibilité post-parution. On est contacté par plusieurs médias pour parler de ce référencement-là. Puis là, ça nous donne une visibilité qui est plus près de nos marchés cibles. Fait que c'est le fun, ça fait du beau rayonnement à l'international, puis ça fait connaître le Témiscamingue sur une grande échelle. Mais en contrepartie, là, ce qui est plus intéressant pour nous, c'est les retombées indirectes avec la reprise de la parution, là, avec les médias régionaux. Et on espère éventuellement ontarien, là, parce qu'on a une intention d'aller chercher une bonne partie de notre clientèle du côté de l'Ontario. Donc déjà, là, depuis l'apparition de l'article, vous avez vu un impact au niveau de l'intérêt des gens, là. Oui, bien, à la base, juste par le nombre de partages et la façon dont c'est distribué cet article-là ou ce classement-là, là, on voit qu'il y a eu beaucoup de rayonnement. Puis éventuellement, on espère que ça va se concrétiser en réservation aussi. Est-ce que même au niveau de votre site web, vous avez vu peut-être plus de clics là, au niveau de votre site web? Oui, bien, sur le site web, je ne pourrais pas le dire, je n'ai pas vérifié, mais sur la page Facebook, on a rejoint au-delà de 10 000 personnes avec cette parution-là sur notre propre page. Puis la nouvelle a été reprise sur plusieurs pages, donc ça fait un rayonnement de plusieurs dizaines de milliers de personnes au total, là. Et il faut dire que c'est pas la première fois là, que le parc Opémican se retrouve dans des palmarès. Il y en a eu quelques-uns cet été. Peut-être faire un petit retour là-dessus? Oui, on a eu un gros été en termes de visites terrain de la part de blogueurs, de journalistes, de tournées de presse de toutes sortes. On accompagnait les gens sur le terrain, puis à partir de là, bien, si l'expérience avait été concluante, là, ils faisaient la promotion du parc dans leurs médiums respectifs. Puis, entre autres, là, parmi les highlights, là, si on veut, de l'été dernier, on a été dans la presse, on a été dans Le Devoir, on a été dans National Geographic en France et en Angleterre.
Puis tout récemment, en fin de semaine dernière, on était avec Canadian Geographic dans le parc. Fait qu'on espère qu'ils vont on leur a organisé un super comité d'accueil avec des gens de la communauté de l'Aniel. On les a amenés à l'extérieur à moins 25 à peu près. Fait qu'ils ont vécu vraiment une expérience extraordinaire. Fait que j'ai bien l'impression qu'on va avoir des belles retombées de ça aussi, là. Puis, tu sais, on a aussi en 2017, ça remonte un peu, mais toute l'aventure du 10 $ aussi, qui a eu un super beau rayonnement, là, où il y a une image de la rivière Kipawa qui a été reprise sur un billet pour fêter le 150e anniversaire de la Confédération. Fait que, ouais, ça fait parler beaucoup de la région puis du parc, là. Et là, en date d'aujourd'hui, là, où en êtes-vous dans votre échéancier en vue de l'ouverture de 2019? Oui, bien là, juste avant les fêtes, on a fermé la plupart des chantiers, là, avec la neige qui est arrivée quand même assez hâtivement. On aurait espéré un hiver très, très tardif, là, mais... là, on est en phase de planification pour le printemps. Puis, on a des travaux qui se déroulent quand même là, sur le terrain, tout ce qu'on est capable de faire malgré la neige et le froid, là. Puis, en février, on aménage dans nos bureaux, dans le parc. Ça va être pour nous, là, en tant qu'employés, ça va être vraiment un beau moment. Puis, aussitôt que les conditions vont le permettre, on reprend les aménagements terrain, puis on prévoit être en mesure d'offrir un produit intéressant pour l'ouverture qui est prévue au mois de juin. Donc, juin 2019, c'est l'ouverture officielle. Mais est-ce que présentement, le parc est quand même ouvert au public pour l'hiver? Oui, bien, le territoire demeure toujours accessible. Par contre, il n'y a pas d'offre d'activité organisée sur le territoire. Donc, les gens doivent y aller en totale autonomie. Le droit d'accès est obligatoire. Ils peuvent se le procurer. Les gens peuvent se le procurer soit sur Internet, au téléphone au niveau de la centrale de vente de la CEPAC, ou bien encore, il y a une borne d'autoperception à l'entrée du chemin de la rivière Kipawa. Puis ce qu'on essaie, là, on a commencé cette fin de semaine, on a déblayé le stationnement de l'entrée du chemin de la rivière Kipawa. Puis, lors de la sortie avec les journalistes, on a tapé la trail, le chemin de la rivière Kipawa avec la motoneige. Puis ça fait un bon fond pour la raquette puis le ski de fond hors piste. À partir de là, on a commencé à faire la promotion sur notre page Facebook, puis via nos partenaires de tourisme. Puis les gens peuvent se rendre. C'est pas un contexte organisé, là, ça prend vraiment... C'est quand même une balade de 10 km de raquette ou de ski si les gens veulent se rendre jusqu'au belvédère de la Grande Chute, qui est comme le point fort du coin, là. Mais ça donne une belle expérience d'arrière-pays en situation hivernale. Et justement, avec toute la neige accumulée, ça doit vraiment donner des paysages magnifiques. Oui, c'est génial. Les arbres sont très, très chargés de neige encore. Là, il commence à avoir des belles formations de glace à la Grande Chute, là. Il y a comme un pain de glace qui se forme à peu près au milieu des rapides, là. Puis on commence à voir la formation de cette glace-là. Tout au long de l'hiver, ça va devenir de plus en plus beau, là. Et juste peut-être faire un petit retour en terminant sur l'ouverture officielle en juin 2019. À quoi on peut s'attendre comme événement pour l'ouverture? Là-dessus, on commence à travailler sur les activités qu'on va mettre en place pour l'organisation. Fait que j'ai pas beaucoup d'informations à communiquer encore, mais ce qu'on veut s'assurer, c'est d'honorer les bâtisseurs du parc, là. On va vraiment avoir une fenêtre dédiée à ça, puis faire un événement festif grand public, là, pour rejoindre la population régionale qui attend le parc depuis longtemps. Puis, c'est pas nécessaire. L'ouverture va avoir lieu en juin. On n'est pas en grosse saison touristique, là. Donc, on veut vraiment faire un événement pour les gens de la région au départ. Puis, un peu comme l'année passée avec la préouverture dans le secteur de la rivière Kipawa, là, on avait quand même eu 750 personnes là, lors de l'événement, là. Fait que on va sûrement rejoindre aussi par la bande des gens de l'extérieur de la région, là. Mais c'est un happening, hein, l'ouverture d'un parc, là. On s'en a aperçu l'année passée, là, mais même si on avait une offre très réduite, il y a des gens de l'extérieur qui se sont informés puis qui tenaient absolument à être là lors de cet événement-là. Fait qu'on imagine que ça va être un peu le même cas pour cet été.
Donc, on reste à l'affût de tout ça. Oui, on invite les gens, s'ils ne le sont pas encore, à devenir membres de notre page Facebook. On utilise beaucoup le site web et la page Facebook pour communiquer l'information. Elle est très active aussi, notre page. Là. À chaque fois qu'on va sur le terrain ou qu'on a des occasions de prendre des photos, on met des photos du territoire. Puis souvent, on va faire participer les gens aussi, soit lorsqu'on tente de trouver des noms pour des sites ou des attractions ou autres. Là. Donc, c'est une belle communauté. Là. Ville-Marie était l'hôte du match des étoiles de la GMHL le 15 janvier dernier. Un vif succès tant sur la glace qu'au niveau de l'assistance et de la prestation des joueurs des Pirates lors des 2 matchs. La soirée était donc divisée en 2 matchs distincts, soit un match pour les joueurs désirant œuvrer au niveau collégial ou universitaire et le second match pour les joueurs aspirant poursuivre leur parcours chez les professionnels. Pas moins de 9 joueurs des Pirates y ont pris part, en plus des entraîneurs de Ville-Marie, Alain Mercier et Marc-André Caron. Dans les 2 matchs, la division Nord l'a remporté et de plus, quelques épreuves d'habileté entre les périodes ont ajouté au spectacle. Une fois de plus, l'organisation des Pirates en aura mis plein la vue au reste de la Ligue et Ville-Marie aura rayonné à l'échelle mondiale le temps d'une rencontre, car des recruteurs d'un peu partout sur la planète auront suivi le match sur Internet grâce à une diffusion web de grande qualité produite par TV Témis. Le compte-rendu avec notre journaliste sportif, Francis Prudhomme. Ville-Marie accueillait le match des étoiles de la GMHL le 15 février dernier. Comme d'habitude, l'organisation des Pirates avait fait les choses en grand. Conférences pour les joueurs et concours d'habileté entre les périodes pour le plus grand plaisir des nombreux spectateurs réunis à l'Arena Frère-Arthur Bergeron. It's all started when they first announced and came and approached us to put a team in Ville-Marie. It's been a success from day one. When they applied for the All-Star Showcase, I know me and my partner Bob Russell, we definitely knew it would be a hit. And once again, they've proven us right that anything Ville-Marie does with their organization is first class. C'est certain que de réussir à attirer le match des étoiles ici à Ville-Marie, ça a créé un engouement incroyable au Témiscamingue parce que c'est quelque chose qui n'était jamais vu, le match des étoiles combiné au showcase, les deux ici à Ville-Marie. Fait que c'est certain qu'on a fait une bonne publicité, puis les gens sont heureux d'embarquer là-dedans. Puis on voit que ça répond bien aussi dans le reste de la Ligue, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus. Il y a même des gens qui sont arrivés depuis 2 jours. Là. Fait que les gens avaient hâte, puis ils avaient hâte de voir l'atmosphère qu'il y a à Ville-Marie aussi. I'll tell you, one of the big reasons Ville-Marie was chosen, not just their courtesy and the opportunity they're giving these players and offering such a package for these players to come up, but also to experience, to play in front of 700-800 fans. These boys, a lot of these boys, they've never played in crowds and capacities. Le bout le plus facile, c'est le match. Parce qu'on est habitué d'avoir beaucoup de gens au match, on est prêt pour ça, on est habitué. Fait que 2 matchs, un après l'autre, beaucoup de monde, ça va bien. Mais c'est de tout organiser, là, de recevoir les joueurs, les inscrire, organiser les conférences, les repas, tout ça. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de petites choses parce qu'on veut les recevoir en grand, hein. On veut que ça soit parfait, on veut que tout soit bien. Mais je pense qu'on a réussi notre coup, là. I've been in dressing rooms. The kids are anxious, nervous, which this is a good thing. They know that there's thousands of people watching on the GMHL TV. I know the owners, the staff of the community is setting up a live stream system, both French and English. I mean, you can't ask for anything more. How they do it in Ville-Marie, I don't understand. There's arenas in Toronto. They can't even do a single live stream. So what they've accomplished here is amazing. Les Pirates étaient bien représentés pour cet événement, puisque pas moins de 9 joueurs des Pirates participaient à l'une des 2 rencontres. Oh, c'est sûr, l'année dernière, il y avait seulement 3 Pirates All-Star. Puis cette année, 9, comme tu dis, c'est au moins on peut montrer, disons, Nord et Sud que les Pirates, on n'apporte personne, puis on est prêt à jouer. Si on regarde le match en deuxième période, ça a été un petit peu notre trio, le trio des Pirates qui a allumé les choses. Puis on est content que ça soit ça, surtout que ça soit ici à Ville-Marie. On est content d'être capable de montrer à nos partisans puis de montrer à la Ligue aussi en même temps que les Pirates, on a des bons joueurs puis on est capable de soulever une équipe. Ouais, tu sais, regarde les 2 premières équipes du classement. Regarde, les Rattlers avaient 6 joueurs, nous autres on en a 9. Fait que c'est sûr que c'est nous autres qui avaient le plus de représentants, mais il faut juste continuer à être les meilleurs puis continuer comme ça. Dans le match de niveau collégial, Hugo Bloom a fait plaisir à ses partisans
en marquant un superbe but sur des passes de 2 joueurs des Titans. La Division Nord remporte ce match 8-2. Oh, l'occasion est venue, on m'a laissé shotter, j'ai pris ma shot, puis ça rentré, puis c'est ça. Oh, je suis très content, c'est la deuxième année que j'y participe. C'est une fierté personnelle, ça récompense notre travail. Donc non, je suis content. Dans le match de niveau pro, le trio formé par les joueurs des Pirates a donné le ton au match avec une solide performance. Pour moi, c'est le fun. Puis d'être ici, surtout que ça soit ici à Ville-Marie, c'est encore plus le fun. C'est une belle reconnaissance, mais pour moi, c'est pas, je prends pas ça comme rien de trop personnel. Je veux dire, je prends pas ça, je m'en fous pas de la tête avec ça. Mais le fait que ça soit ici cette année et qu'on ait plusieurs joueurs des Pirates aussi qui y participent, c'était vraiment le fun. Pour nous, c'est un honneur. C'est sûr que c'est le fun. Ça prouve que tu es dans les meilleurs de la ligue. Puis ça prouve que tu as bien fait ça durant la saison. Puis on veut juste continuer à faire la même chose pour pouvoir se rendre plus loin dans les playoffs. C'est une opportunité pour nous autres. C'est sûr que c'est un peu ça qu'on vise, le top du classement de nos statistiques personnelles. Fait que c'est sûr que c'est comme un peu de revoir la monnaie de sa pièce, là, de se faire inviter au match des étoiles de même. C'est sûr que c'est un bel accomplissement pour moi, mais en même temps, c'est un accomplissement d'équipe. Je pense qu'on était pas mal de gars des Pirates, puis ça veut dire qu'on a une belle saison jusqu'à date, puis c'est un travail d'équipe. Là, on est les gars qui sont là, c'est parce qu'il y a d'autres joueurs qui jouent avec nous, qui nous rendent bons aussi, puis je pense que personnellement, je suis bien content, puis les gars, on était tous contents de participer à ça aujourd'hui. Surtout à Ville-Marie, c'était super le fun. Nicolas Belrose inscrira même un tour du chapeau dans la rencontre. Le calibre, je pense que c'était quand même c'était le fun, c'était rapide. Puis nous autres, en première période, notre équipe, on savait pas que ça allait être rapide de même. On pensait que ça allait être un petit peu plus mollo. Puis ils sont sortis fort. Puis en deuxième période, là, on a compris qu'il fallait se réveiller, il fallait patiner plus vite. Mais c'est le fun. On pensait pas être ici pour ça. On pensait pas être ici pour donner un gros match. Mais c'est le fun. Ça donne un bon spectacle. Puis on est bien contents. C'est sûr que le jeu est tout le temps plus vite. Puis l'autre côté, on les a jamais vus. On sait pas c'est à quoi s'attendre comme l'autre équipe. C'est tout le temps le fun de jouer contre les gars. Il y a une grosse rivalité, comme les Rattlers. On les aime pas tout le temps sur la glace, mais en ce moment, c'est des gars super smart. Ça peut juste souder des liens puis avoir plus de fun lors des prochains matchs. Là. Samuel Bégin et Cédric Terrien ont eux aussi noirci la feuille de pointage. L'ambiance était super. Là. Comme d'habitude, la foule ici était présente, puis on la sentait. Là. Ça criait, puis le monde il regardait la game, puis tu vois qu'ils aiment ça, voir du hockey. Le calibre de jeu, je te dirais que c'était quand même assez rapide. Ça frappait. On s'attendait à un match quand même plus relax en tant que tel, mais les gars étaient là pour se donner. Puis on voit qu'ils avaient fait beaucoup de routes. Là. Il y en a qui descendaient de Toronto puis tout. Puis c'est ça, ils se donnaient. Là, puis c'était intense comme match quand même. Hein. Le gardien de but, Jean-Mathieu Ouellette, aura été solide devant sa cage, ne cédant qu'à une seule reprise lors de la première moitié du match où il a été d'office. Victoire convaincante de la Division Nord, 10-5. Écoute, ça jouait vraiment du bon hockey, puis la foule était en délire, l'aréna était comble, puis vraiment les partisans, c'était le fun, puis il y avait du monde de toutes les équipes, fait qu'on a rencontré des nouveaux gars des autres équipes et tout, puis c'était vraiment le fun. Ça donne une chance d'un petit peu voir c'est quoi le calibre, c'est qui les meilleurs joueurs de l'autre bord, parce qu'on sait que si on gagne la division, c'est des joueurs comme ça qu'on va affronter. Puis encore, comme un petit peu l'année passée, on dirait que c'est un petit peu moins fort. Là. Même la game du collégial avant, là, ça a été un avantage pour le Nord. On sait plus à quoi s'attendre si on se rend en finale de la Coupe. On peut connaître un peu les joueurs qui étaient plus bons, qui est moins bons. Puis ça va juste permettre d'être meilleur. Si on va en finale, il faut affronter une équipe du Sud. Donc c'était une chance de nous comparer un peu. Puis le calibre il est quand même assez bon, un peu similaire à ici. Puis les gars étaient un peu moins gros, je trouve, que dans notre ligue, là, dans le Nord. C'est un peu plus petit, mais des petits gars rapides, avec des bonnes mains. La grande rivalité qui existe entre les équipes aura connu une trêve, le temps d'un match. C'est le fun parce que on peut. Mais là, on les connaît hors glace, en dehors d'un contexte plus hockey, plus compétitif. Là, c'est plus amitié puis amical, tout. Fait que tu parles plus avec eux autres, tu es plus avec eux autres, c'est des gens super gentils, puis on va juste sortir gagnant là-dedans. Là. Pour nous, on vient juste de jouer justement un gros match à Bradford haut en intensité, puis on se retrouve avec des gars de cette équipe-là dans le vestiaire. Mais je pense qu'on a quand même bien dealé avec ça. C'est de laisser ce qui se passe à la glace, puis on a été capable d'avoir du fun avec du monde qu'on n'aime pas quand même. C'était bien correct. Au début, c'est sûr qu'on est rentré dans la chambre, on dirait qu'il y avait un petit peu un froid. Mais plus que la game allait, plus que les gars commençaient à se parler et tout ça. Puis je pense qu'à la fin de la game, vraiment, les gars, on avait une bonne chimie. Puis on a laissé de côté notre adversité. Puis on s'est vraiment fait du fun ensemble. Plusieurs recruteurs étaient sur place. L'avenir nous dira si un joueur des Pirates aura retenu leur attention.
Un reportage de Francis Prudhomme pour TV Témis. Les Pirates ont divisé les honneurs lors de leur plus récent séjour à domicile. Une défaite crève-cœur de 6-5 dans les dernières secondes du match contre leurs rivaux de la 101, les Titans de Témiscamingue, le 17 janvier. Puis 2 jours plus tard, les Pirates ont infligé une sévère correction de 8-3 aux Rattlers de Bradford dans un match où la robustesse fut de la partie. Le résumé avec Francis Prudhomme. Ce reportage vous est présenté par Desjardins, fier de contribuer à la fougue du hockey au Témiscamingue. Les Pirates ont disputé 2 matchs d'une rare intensité les 17 et 19 janvier dernier contre leurs grands rivaux de la GMHL, les Titans de Témiscamingue et les Rattlers de Bradford. S'ils ont subi une défaite crève-cœur avec seulement 4 secondes à faire contre les Titans, les Pirates se sont repris de belle façon lors du match contre Bradford avec une belle victoire de 8-3. Lors du match contre Témiscamingue, les Pirates ont ouvert la marque grâce au filet d'Alex Montreuil. Les Pirates écopent de 2 pénalités consécutives où le gardien de but Jean-Mathieu Ouellette se dressera contre les attaques répétées des Titans. Le jeu robuste est au rendez-vous, comme à chacune des parties entre les 2 équipes. Les Titans répliquent avec moins de 2 minutes à faire à la période. C'est de l'égalité après une période. En deuxième, un revirement mène au 2e but des Titans. Plusieurs coups de hache sur des joueurs des Pirates demeurent impunis, ce qui fait monter la frustration dans le camp des Pirates. Ville-Marie crée l'égalité grâce à Samuel Bégin sur des passes de Blanchette et Saint-Fleur. Puis, les Pirates prennent les devants en avantage numérique sur un but de Félix-Antoine Lévesque. En fin de période, Arnaud Chauny obtient 2 occasions en or sur la même séquence. Gageons qu'il en a fait des cauchemars. 3-2 en faveur des Pirates après 2 périodes. En troisième, les joueurs ne se concèdent pas un pouce sur la glace dans le coin. Les Titans égalisent de nouveau la marque avant de voir Vincent Blanchette dénouer l'impasse. À la reprise du jeu, les Pirates marquent à nouveau, une fois de plus par l'entremise de Samuel Bégin. En fin de match, un beau but des Titans trompe la vigilance de Jean-Mathieu Ouellette, puis, comble de malheur, avec 4 secondes à faire au match, les Titans se sauvent avec la victoire. On se l'est dit, là, en milieu de deuxième, moi je suis rentré dans la chambre, puis c'est ça que j'ai dit aux gars, j'ai dit regarde, c'est un bon spectacle, on donne à nos partisans. Il faut juste faire ça de sortir fort en troisième, puis c'est cette valeur-là. On a pris une avance de 2 buts, puis on s'est fait comeback, mais regarde, ils ont travaillé fort l'autre bord, il faut leur donner le crédit, ils ont travaillé plus fort que nous autres pendant 60 minutes. C'est frustrant, mais regarde, si on regarde l'allure du match, là, on s'est tiré dans le pied. On n'a pas le nombre de fois qu'on a créé des surnombres de leur bord, on a créé des revirements. Écoute, on va juste regarder ça pour fixer la défaite. Je pense qu'on a travaillé fort quand même offensivement, on a fait des beaux jeux, mais il faut travailler plus fort défensivement, il faut être plus conscient défensivement. Je pense qu'on ne l'était pas tant pantoute à ce soir. Le 19 janvier, les Rattlers de Bradford étaient en ville. Ils marquent les 2 premiers buts du match. Plus tard, toute une occasion pour Alex Peters à 4 contre 4. Les Pirates obtiennent plusieurs chances de marquer, sans toutefois pouvoir capitaliser. Avec environ 2 minutes à faire à la période en avantage numérique, Samuel Bégin déjoue le gardien adverse sur une belle passe de Vincent Blanchette. 2-1 Rattlers après la première période. Les Pirates amorcent la deuxième en Lyon. Un jeu savamment préparé par Alex Peters mène au but de Nicolas Belrose. Environ 1 minute plus tard, les Pirates prennent les devants pour la première fois du match. Il est l'œuvre de Cédric Terrien. Félix-Antoine Lévesque double l'écart en supériorité numérique sur des aides de Belrose et Peters. J'ai eu une super belle pause de Nicolas Belrose en power play, je pouvais pas manquer ça. Il me restait rien qu'à mettre dedans. Fait que, sinon, j'ai essayé de garder mon rôle en défensive le plus possible parce que les autres ils ont une bonne attaque. Puis on a super bien joué défensivement, puis en attaque aussi. Les esprits s'échauffent et une violente mêlée éclate. Montreuil et Peters seront d'ailleurs chassés du match. 4-3 Ville-Marie après 2 périodes. Ils savent c'est quoi notre faiblesse, c'est qu'on pogne les nerfs un peu facilement. Mais je pense que on a eu un petit relâchement de ce côté-là un peu en deuxième. Mais, on s'est bien ressaisi en troisième, on rentrait pas dans le tas. Quand ils essayaient de nous pogner, on s'en allait de là, puis ça les a fâchés, puis c'est de même qu'on a repris le lead. C'est sûr que quand on joue contre, on peut tout de suite sentir la rivalité. Là, ça brosse d'un coin, les gars finissent leur check et tout ça. Fait que c'est sûr que plus que le match avance, plus que c'est intense en intensité. Fait que les gars ils cherchent un petit peu plus à vouloir se plaquer et tout. Fait qu'il faut juste pas embarquer là-dedans puis rester dans notre game, puis ça va bien aller. De retour à force égale, Vincent Blanchette touche la cible sur une passe de Sonny Boire. Un joueur de Bradford se rue sur Jean-Mathieu Ouellette. Heureusement, plus de peur que de mal.
Ouais, ben c'est sûr que vers la fin, on dirait que les gars se sont peut-être donné comme objectif d'essayer peut-être de me déconcentrer et tout ça. Fait que c'est sûr que j'ai eu quelques assauts au filet. Heureusement, j'ai pas eu de problème. Les gars sont tout de suite mêlés pour sortir le gars de ma zone. Fait que il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là pendant le match. En avantage numérique, le défenseur Josh Labelle marque son premier but devant ses nouveaux partisans. Une acquisition de taille pour les Pirates, selon le président Darcy Brien. On avait une faiblesse, il nous restait un joueur qu'il fallait retrouver, c'était un bon défenseur, idéalement un grand et gros défenseur. Bien là, on l'a trouvé avec Labelle. C'est 6 pieds 6, 200 livres, un excellent joueur qui a des très très bonnes statistiques. On ne peut pas demander mieux là, pour combler le poste qu'il y avait là. Fait que je m'attends qu'on va être dangereux. I feel like he brings some size as well as some leadership. Coming from Bradford, I was wearing an A there on my jersey, and I feel like although I'm not wearing one on this team, I still possess some leadership roles that helps out the team as well as some big size. The defense on this team don't have the height per se, but they have the heart. So coming in, having the height definitely helps out. Anytime someone scores, it's really nice. The fans go crazy. It's nice and loud. So bearing my first night was definitely a nice surprise. Vincent Blanchette sort un tour de son chapeau et mystifie le gardien adverse. Ouellette résiste à un 3-0. Finalement, William Secours fait 8-3 Pirates. Ce sera la marque finale. Victoire convaincante des Pirates. Ah ben c'est sûr qu'on a fait un vraiment bon travail aujourd'hui dans toutes les facettes du jeu, dont on a un désavantage numérique. Là. Les gars étaient bons, c'est face-off, la puck sortait vite de la zone, tout ça. J'ai eu à faire quelques arrêts, c'est sûr, mais je pense que l'équipe s'est vraiment bien tirée aujourd'hui. I felt the team played really well tonight. Everybody was gelling, everybody was moving their feet. We got pucks deep and people worked hard and we came out with the result that we wanted. C'était Francis Prudhomme pour TV Témis. Desjardins est fier de vous avoir présenté ce reportage des Pirates de Ville-Marie. Desjardins, là pour contribuer au mieux-être des individus et des collectivités. Dans le cadre du match des étoiles de la GMHL disputé à Ville-Marie, le Témiscamingue recevait une invitée de marque, la médaillée olympique en hockey féminin et conférencière Nancy Drolette. Cette dernière a fait la tournée de plusieurs écoles pendant son passage chez nous. Elle a aussi donné une conférence à la Bouquine et livré un discours inspirant aux joueurs de la GMHL présents à Ville-Marie pour le match des étoiles. Les Témiscamiens qui auront eu la chance de la rencontrer auront pu constater la chaleur humaine et la simplicité de cette sportive. Voici l'entrevue réalisée avec elle lors du match des étoiles. C'est sûr que les Jeux olympiques, c'est un rêve d'enfance. J'avais dit à un journaliste qui me faisait une entrevue comme ça à 9 ans, c'était quoi mon plus grand rêve? Il dit, je sais que tous tes coéquipiers rêvent de jouer dans la Ligue nationale avec les Canadiens de Montréal, mais toi, ça serait quoi ton plus grand rêve? Puis je l'avais regardé du haut de mes 9 ans et j'ai dit, moi, je voulais aller aux Jeux olympiques, tu sais. Fait que, c'est sûr qu'on jase un petit peu aussi dans les écoles, hein, l'importance d'avoir un rêve, à n'importe quel âge. Puis mon souvenir, ben, c'est quand je rentre dans l'enceinte olympique, puis la petite flamme s'allume, ben, tu as un flashback de toutes les personnes qui t'ont aidé, qui ont été là pour toi, les entraîneurs, tes parents, tous les obstacles que tu as eu à surmonter pour te rendre jusque-là. Fait que ça a fait une belle école de vie. Justement, qu'est-ce que le hockey, ça représente pour toi et dans ta vie, le hockey? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Bien, c'est ça. C'est que sur le coup, quand on vit l'expérience, on se rend pas compte, dans le fond, de tout ce que ça nous apporte. Mais que ce soit la discipline, le désir de redonner à la collectivité, mon Dieu, tu sais, le travail d'équipe, comment trouver des solutions à tous les petits problèmes qui peuvent arriver, tu sais, dans notre vie. Fait que, bref, je m'en sers au quotidien, ce que j'ai appris dans le sport. Puis c'est vraiment, comme je l'appelle, l'école de vie, mais en même temps, tu sais, c'est des souvenirs qui sont uniques, tu sais, que tu peux pas souvent reproduire parce qu'un coup que ta carrière de hockey est terminée, c'est terminé, mais ça te sert quand même beaucoup dans la vie de tous les jours. Là, tu as eu l'honneur aussi d'être parmi la première équipe de femmes à participer aux Jeux olympiques en 1998, j'imagine, comme tu l'expliquais tantôt hors caméra. Tu as aussi eu la chance de côtoyer les vrais professionnels. J'imagine que c'était une belle chimie qui s'est développée. C'est des beaux souvenirs que tu gardes de ta vie. Ah, mais c'est certain. Justement, c'était l'année des premières en 98, parce que oui, le hockey féminin faisait son apparition, mais les joueurs de la Ligue nationale étaient admis pour la première fois. Puis nous, bien, c'était nos idoles, hein, les Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Patrick Roy, Martin Brodeur. On était dans la cafétéria du village olympique ensemble à prendre un petit déjeuner, puis à jaser de hockey, parce que la passion, là, ça n'a pas de sexe. Hein? La passion, c'est là pour toujours. Encore aujourd'hui, avec les Pirates, j'ai reçu une belle invitation des propriétaires des Pirates de Ville-Marie, puis encore, je regarde les matchs, puis une petite excitation. J'ai eu la chance de parler aussi à ces jeunes athlètes. C'est plein d'espoir, plein de potentiel.
Puis de voir la petite étincelle dans leurs yeux, là, on reste une joueuse de hockey ou un joueur de hockey toute sa vie, finalement. Et là, maintenant, tu œuvres plutôt dans les médias et dans les conférences, tu es conférencière. Quel est le message que tu transmets aux gens lorsque tu les rencontres, lorsque tu donnes des conférences? Oui, bien en fait, ce que j'ai appris dans le sport beaucoup, c'est que c'est vraiment le mindset, le leadership. Puis dans les écoles, bien, on travaille le muscle de l'attitude. C'est un muscle pas mal important, ça, tu sais, qui touche, en fait, toutes les personnes. Tu sais, je leur dis souvent, tu sais, pour avoir fait des écoles partout au Canada, bien souvent, je rencontre des élèves plein de talent, plein d'intelligence, mais à l'école, l'attitude, des fois, ça a travaillé. Et en même temps, bien, on connaît tous des athlètes plein de talent, mais qu'il n'y avait pas la bonne attitude. Malheureusement, ça a mis fin à leur carrière. Donc, évidemment, c'est des petits détails, des petits trucs, des petites choses qu'on jase ensemble, puis on leur donne, dans le fond... Oh! C'est vu, ça? Un coffre à outils. Les outils, ça sert à compter des buts. Et là, c'est le passage à Ville-Marie. Peut-être nous parler un peu justement de ton passage. Qu'est-ce que tu es venu faire? Tu es venu rencontrer certains jeunes dans des écoles, entre autres? Oui, c'est ça. On a joint l'utile à l'agréable. Je m'en venais pour l'événement d'aujourd'hui avec le All-Star Game. Et c'est ça. On a un organisme qui s'appelle Jouer gagnant, qui est subventionné par le ministère de l'Éducation, le Comité olympique canadien et l'Institut national des sports. Et j'ai fait 8 écoles en 4 jours. On a eu beaucoup de plaisir. Évidemment, le message, c'est toujours la petite flamme qu'ils doivent allumer, parce que le potentiel de nos jeunes, moi, même quand j'étais au secondaire ou au primaire, on dit « Ah, les jeunes, c'est paresseux, puis ça fait pas rien. » Puis là, je leur dis « Écoute, c'est pas grave, parce qu'ils disaient ça aussi quand j'étais au secondaire. » Mais moi, tu peux réagir de deux façons. Tu peux dire « Ah, ben oui, c'est vrai, moi, je suis paresseux, et tout ça. » Ou « Ouais, mais je vais leur prouver qu'ils ont tort un petit peu. » Puis moi, en tout cas, c'était mon réflexe. Donc, on voit vraiment le caractère des jeunes. Et puis, ça fait longtemps que je voulais vraiment laisser un héritage. Et j'ai parti ce qu'on appelle le mouvement Les leaders de demain. Donc, partout en région, avec la collaboration de quelqu'un que tu connais peut-être, Michelle Obama, Barack Obama. Ça dit quelque chose? Non, quelque chose. OK. Donc, il y a Obama Foundation, évidemment. Et ils sont à la recherche de leaders partout dans le monde et surtout en francophonie aussi. Donc, je vais avoir l'occasion de rencontrer Mme Obama quand elle va venir à Montréal le 3 mai. Et on va faire des beaux projets ensemble. Donc, je n'en dis pas plus, mais on est à la recherche de leaders de demain. Donc, ça promet. Nancy, ce n'est pas aussi c'est pas ton premier passage au Témiscamingue. Tu étais déjà venu il y a quelques années. Donc, qu'est-ce que tu aimes d'une petite région comme ici, de venir rencontrer les gens ici, dans des petits milieux comme ici? Écoute, je pourrais te dire beaucoup de choses, mais l'accueil, l'énergie, l'esprit d'entrepreneurship, l'esprit qu'on est toujours bienvenu, on va faire des grandes choses, même si souvent on est juste quelques personnes pour faire le projet, on se lance quand même. J'ai vraiment rencontré plusieurs personnes à différentes occasions. La première fois, c'est quand j'ai fait la tournée Vivre son rêve avec Nancy Drolet en revenant des Jeux olympiques. On rencontrait toutes les jeunes filles hockeyeuses dans toutes les régions du Québec qui sont venues à mon école de hockey à Drummondville. Donc, ça, on a des souvenirs extraordinaires de ça. Ensuite de ça, il y a quelques années, je suis venue dans les écoles pour une première fois. Et puis, on a rencontré encore des professeurs qui étaient là à ce moment-là, qui m'ont montré des photos dans ce temps-là. Fait que c'est ça que ça fait, le sport, c'est ça que ça fait rencontrer des gens. C'est que tu vois que les gens prennent leur travail à cœur, que ce soit les professeurs, que ce soit les entraîneurs, que ce soit tous les gens qui s'impliquent. Moi, il y a une petite phrase qui m'est restée dans la tête, ça disait, tu sais, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Donc, souvent, je trouve qu'il y a beaucoup de choses négatives qui se passent, puis c'est correct que ça soit aux nouvelles, mais j'aimerais ça mettre la lumière sur tout ce que les gens font de bien, d'extraordinaire, puis qui se passe à l'action, parce que c'est une action à la fois qu'on peut faire vraiment une différence dans notre collectivité. Le débat sur le registre des armes à feu continue de faire beaucoup couler d'encre en Abitibi-Témiscamingue depuis surtout l'apparition d'une vidéo de la députée Émilise Lessard-Terrien le 14 janvier dernier, dans laquelle elle invite les propriétaires d'armes à feu à enregistrer leurs armes. La vidéo, visionnée plus de 75 000 fois, a suscité beaucoup d'indignation de la part des chasseurs et chasseuses de la région et même de partout au Québec. Depuis, une page Facebook qui s'intitule « Témiscamiennes et Témiscamiens s'opposant au registre » a été créée. En date d'aujourd'hui, cette page a reçu l'appui de près de 280 citoyennes et citoyens. L'instigateur de ce mouvement, M. Pascal Bibeau, invite les opposants à garder le respect dans ce débat et de rester constructifs dans cette démarche.
En réponse aux détracteurs, la députée a expliqué qu'une consultation en bonne et due forme avait eu lieu au printemps 2016 et qu'un large consensus avait mené à l'adoption de la loi 64 sur l'immatriculation des armes à feu et qu'elle ne comptait pas revenir sur sa position compte tenu que la loi a déjà été adoptée par l'ancien gouvernement. Par contre, elle soutient qu'il y a effectivement des lacunes dans cette loi qui ne tiennent pas compte de la réalité des chasseurs et chasseuses et elle se penchera sur certains de ces énoncés afin de les faire réviser. Au sujet des consultations tenues au préalable, M. Pascal Bibeau émet une certaine réserve sur le processus ayant mené à cette consultation. Le mouvement d'opposition continue de prendre de l'ampleur alors que la municipalité de Notre-Dame-du-Nord a aussi adopté une résolution le 14 janvier s'opposant à la loi sur l'enregistrement des armes à feu du Québec. Depuis, ce sont plus d'une vingtaine de municipalités qui ont manifesté leur opposition au registre au niveau du Québec. Les opposants auront l'occasion de démontrer leur solidarité en se présentant le mercredi 23 janvier lors du conseil de la MRCT, alors que ce point sera à l'ordre du jour, le tout en présence de Mme Émilise Lessard-Terrien. Nous suivrons bien sûr ce dossier de près. Rappelons que la loi sur l'immatriculation des armes à feu est entrée en vigueur le 29 janvier 2018 et toute arme à feu sans restriction présente sur le territoire du Québec devra de ce fait être immatriculée. C'est auprès du Service d'immatriculation des armes à feu, le SIAF du Québec, que les propriétaires d'armes à feu ont la responsabilité d'en demander l'immatriculation, et ce même si elles étaient déjà enregistrées dans l'ancien registre canadien des armes à feu. Pour avoir tous les détails, visitez le www.siaf.gouv.qc.ca ou appelez sans frais le 1-888-335-9997. Et selon certaines estimations, moins de 25 des armes au Québec seraient enregistrées pour le moment. Autre dossier maintenant, 7 municipalités au Témiscamingue ne souhaitent pas s'impliquer financièrement dans le projet de piscine municipale au centre du Témiscamingue. Ce sont les nouvelles informations que l'on peut lire dans la mise à jour effectuée sur le site Internet de la MRC de Témiscamingue et résumée par la journaliste Tania Neveu de ICI Radio-Canada. 7 municipalités sur 18, principalement situées dans le nord du Témiscamingue, affirment ne pas vouloir s'impliquer dans le projet et ne souhaitent pas contribuer à la construction d'une piscine municipale. De nouvelles informations confirment également que la rénovation de l'actuelle piscine municipale de Ville-Marie coûterait plus de 1,3 million de dollars. La préfète du Témiscamingue, Claire Bolduc, estime que les solutions sont encore à l'étude. Le Centre intégré de santé et de services sociaux, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, propose maintenant un environnement sans fumée à son personnel et à sa clientèle. Depuis le 21 janvier dernier, il est interdit de fumer ou de vapoter à l'extérieur et à l'intérieur d'une majorité de ces installations, y compris les terrains, les aires de stationnement et les jardins. Des exceptions, oui, sont prévues notamment pour les milieux d'hébergement de la clientèle aînée, les CHSLD, ainsi que pour quelques installations où il aurait été difficile de fumer de façon sécuritaire à l'extérieur de la propriété. Les membres du personnel et les usagers souhaitant fumer pourront le faire aux endroits ciblés par l'organisation. Des affiches indiquant ces lieux et la façon de s'y rendre en toute sécurité sont disposées dans les entrées des installations. Pour ceux qui le désireront, des stratégies de soutien à la cessation tabagique sont prévues afin de soutenir les membres du personnel dans leur démarche. Des mesures de soutien seront également offertes à la clientèle hospitalisée. Quant au non-respect de la politique, des mesures différenciées s'appliqueront en fonction du type de contrevenant et de la sévérité de l'infraction. Si vous voulez plus d'informations concernant la politique et son application, consultez le site web du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est l'adresse www.cis-at.gouv.qc.ca. D'ailleurs, jusqu'au 26 janvier, c'est la semaine pour un Québec sans tabac 2019. Près de 470 000 personnes souffrent d'une maladie respiratoire grave au Québec. Et selon le Conseil québécois sur le tabac et la santé, le CQTS, chaque jour, près de 100 fumeurs sont frappés par une maladie respiratoire irréversible. Et de ce nombre, 1 sur 2 en mourra d'ici 10 ans. Avec son slogan choc « Arrêtez avant d'étouffer », cette campagne illustrera à l'aide d'une publicité oppressante les terribles angoisses des personnes qui voient leur capacité respiratoire diminuer inexorablement. Problème majeur de santé publique, le tabagisme est responsable de 85 des cas de maladies pulmonaires obstructives chroniques, c'est-à-dire d'emphysème ou de bronchite chronique. Cette année, le comédien Pierre Gendron s'est joint à la campagne à titre de porte-parole. Lui-même fumeur pendant 33 ans, il a dit s'être fait le plus beau cadeau de toute sa vie en arrêtant de fumer maintenant il y a 10 ans.
Aucun traitement ne guérit la bronchite chronique et l'emphysème. Seul l'arrêt tabagique peut en ralentir la progression. La Semaine pour un Québec sans tabac 2019 vise donc à rappeler aux fumeurs les terribles maladies auxquelles ils s'exposent et à les encourager, bien sûr, à cesser de fumer. Afin d'obtenir gratuitement du soutien dans votre démarche personnalisée, vous pouvez avoir recours au service J'arrête par téléphone au 1-866-JARRête. Vous pouvez voir tous les détails aussi sur le site jarrête.qc.ca. 112 personnes ont assisté au 24e brunch des organismes de l'Association canadienne-française de l'Ontario, l'ACFO, région Témiscamingue, le dimanche 20 janvier dernier à la salle Place Riverside de New Liskeard. Alexandre Breton de New Liskeard, qui fréquente l'école secondaire catholique Sainte-Marie, a été nommé la personnalité jeunesse franco-témiscamienne 2019. Il a reçu, en plus de ce titre, des certificats de reconnaissance de la part des députés fédéraux Anthony Rota et Charlie Angus, du député provincial John Ventoff, du Club Richelieu-Témiscamingue et de l'ACFO-Témiscamingue, une plaque de la ville de Témiscamingue Shores, ainsi que divers cadeaux. Pour son engagement personnel, il s'est aussi vu remettre la bourse Club Richelieu-Témiscamingue d'une valeur de 500 $. Jeanne Loranger Durlton a reçu quant à elle le titre de bénévole de l'année 2019 pour son bénévolat, bien sûr, et pour son engagement communautaire extraordinaire. Elle s'est aussi méritée des certificats des politiciens et du canton d'Armstrong. L'ACFO-Témiscamingue lui a remis un certificat et de nombreux cadeaux, voulant ainsi reconnaître l'importance du bénévolat, tant chez les jeunes que chez les adultes. L'ACFO-Témiscamingue désire remercier tous les partenaires financiers du 24e brunch des organismes. Et si vous voulez plus de détails, vous pouvez visiter la page Facebook ou encore le site web de l'ACFO-Témiscamingue. Le Québec lance officiellement la nouvelle série L'appel à lâcher prise, destinée à promouvoir la destination sur les marchés cibles prioritaires. La série a été réalisée avec une foule de talents d'ici dans une approche collaboratrice avec l'ensemble de l'industrie et des régions. Elle met de l'avant les entreprises, les talents et la culture créative de chez nous. Charlotte Cardin signe la chanson officielle avec une reprise de Fou n'importe où de Daniel Bélanger. L'industrie touristique québécoise déborde de gens passionnés qui font rayonner le Québec. Ils sont appelés les originaux et ils sont au cœur de la série. Partager un moment avec eux, dit-on, permet de changer de perspective, de mieux connaître un endroit, de s'en imprégner et de lâcher prise pour s'ouvrir à la nouveauté. Pour aller à leur rencontre, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec a fait appel à des voyageurs originaires et influenceurs des marchés cibles prioritaires, c'est-à-dire l'Ontario, les États-Unis et la France. La série inclut quelques tournages, bien sûr, au sujet de l'Abitibi-Témiscamingue, mais cependant, notez que rien n'a été fait sur le Témiscamingue. Le manque de temps de l'équipe de tournage serait la raison principale qui a fait omettre notre territoire. Le premier épisode est déjà disponible, mais pour les amateurs d'écoute en rafale, tous les épisodes seront disponibles le 6 mars en ligne sur la chaîne YouTube de la marque Québec Original. Et voilà ce qui complète Infotémis pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Nous sommes toujours heureux de vous savoir à notre antenne. Et d'ailleurs, pour tout savoir sur ce qui se passe sur nos ondes, on vous invite à suivre notre page Facebook et visiter notre site web témis.tv régulièrement. À bientôt!